Bonjour. Donc Zoé Poupardin. Oui, Fanny. Enchantée. Bonjour et bienvenue dans Feu Vert, un podcast où je pars à la rencontre de celles et ceux qui façonnent un avenir plus durable, là où on ne les attend pas toujours, dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé représente 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Mais alors, comment veiller sur les autres tout en contribuant à prendre soin de notre environnement ? Comment remettre en question ces modes de consommation ? Quels gestes concrets adopter ? Et surtout, quels bénéfices pouvons-nous en tirer ? Je suis au pied du grand parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris. Et c'est ici que se trouve l'hôpital Fondation Rothschild. C'est un établissement privé d'intérêt collectif, spécialisé dans les pathologies de la tête et du cou. Donc ophtalmologie, ORL, neurochirurgie, neurologie. En 15 ans, l'activité de l'hôpital a triplé. Ça l'a poussé à revoir ses infrastructures pour répondre aux besoins croissants. Et c'est ici que je retrouve Zoé Poupardin, chargée de mission développement durable. Elle m'emmène rencontrer Marie Gougereau, la directrice du projet Hôpital 2030. Je suis Marie Gougereau, je suis directrice du projet Hôpital 2030 à l'hôpital Fondation Rothschild. C'est un projet qui accompagne la transformation de l'hôpital. Le projet Hôpital 2030, c'est un projet architectural d'envergure. Plus 30% de capacité d'accueil, des blocs opératoires modernisés, une meilleure prise en charge ambulatoire, une expérience patient améliorée et l'optimisation des flux logistiques. Et parmi tous les leviers de transformation, en fait, dans ce projet figure aussi la transition durable de l'établissement. Et donc, le directeur général m'a confié le pilotage de cette thématique il y a à peu près un an, qui était initialement portée par la direction qualité de l'établissement. Et donc, il a souhaité accélérer cette transition durable et avoir une feuille de route pluriannuelle. Première étape, comprendre où en est l'hôpital, identifier les leviers d'action et embarquer les équipes dans cette dynamique. La première étape de cartographie de l'existant, en fait, a consisté à travailler surtout avec les personnes qui avaient, de manière un peu éparse, des missions liées, par exemple, des éco-gestes ou la gestion de l'énergie, une amélioration de la gestion des déchets, etc. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà mises en place, mais pas forcément valorisées, en fait, en tant que telles. Ensuite, sur l'étape vision partagée, j'ai mené donc des entretiens individuels. Il me paraissait important d'avoir la vision de la gouvernance, donc la direction générale, les membres du COMOP et les membres du COMEX. Ces comités, en charge de la stratégie de l'hôpital, jouent un rôle clé dans cette transformation. Et parallèlement à ces entretiens individuels, j'ai invité l'ensemble du personnel de l'hôpital à des ateliers collectifs. 2 ateliers se sont déroulés et c'était des ateliers d'idéation, en fait, pour savoir un peu ce que souhaitait mettre en place le personnel qui était plutôt convaincu. Résultat, plus de 120 idées. Toutes ces propositions ont été étudiées, cohérence, faisabilité, afin d'aboutir à une feuille de route intégrée au projet Hôpital 2030. Création d'une culture du développement durable, utilisation raisonnée du numérique, action de durabilité opérationnelle, travail sur l'impact des infrastructures, deadline 2026. Alors pour coller avec ce planning ambitieux, les équipes se sont mises au travail en commençant par ce que Marie Gougereau appelle les quick wins. Les quick wins, c'est finalement des actions qui sont très facilement mises en place, qui ne demandent ni de budget, ni de ressources particulièrement importantes, mais qui vont traduire, afficher en tous les cas une volonté d'agir sur le développement durable de manière assez facile auprès de tout le personnel. Et au-delà des gestes du quotidien, c'est directement sur les soins que l'hôpital veut agir. Direction la pharmacie, où se joue un défi de taille. J'arrive dans le bureau de Chloé Dupont, chef de service pharmacie de l'hôpital Fondation Rothschild. Je gère toute une équipe de pharmaciens, de préparateurs, de magasiniers, d'agents de stérilisation. Et on est en charge de s'approvisionner en médicaments, en dispositifs médico-stériles pour les fournir aux services d'hospitalisation et aux patients.
Et on s'occupe de tout ce qui est qualité sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse et des dispositifs médicaux. Ce qu'on a vu quand on a commencé à travailler sur le développement durable à l'hôpital, c'est que la pharmacie est le plus mauvais élève de tous. On a un impact carbone très important. En effet, 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'hôpital sont issues de l'achat, de l'utilisation et de l'élimination de médicaments et de dispositifs médicaux. Et on a décidé de travailler sur quelque chose d'assez simple finalement, c'est les prescriptions de paracétamol, car on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, c'était du paracétamol intraveineux qui était prescrit, alors que le patient pouvait bénéficier de paracétamol par voie orale. Avec un triple impact qui est que le paracétamol qu'on administre par voie intraveineuse a un impact carbone 18 fois plus important que le paracétamol qu'on donne par voie orale. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième, c'est que la forme injectable a un risque infectieux plus élevé, donc on essaye de la limiter. Et puis le troisième impact est un impact financier, puisque la forme injectable est 108 fois plus chère que la forme orale, même si c'est des coûts très faibles. Sur une grosse quantité, ça représente une somme importante. Et alors, comment ça s'est passé, la mise en place de cette mesure-là ? Est-ce qu'il y a eu certaines réticences, certaines nécessités d'adapter des pratiques ? Avant de mettre en place des choses, on a fait une enquête. Donc, un jour donné, à l'été 2024, on a regardé toutes les prescriptions de paracétamol qu'avaient les patients hospitalisés, les formes injectables, les formes orales, et on a regardé dans quel cas la forme injectable était justifiée ou non, et s'il y aurait pu avoir une forme orale de prescrite à la place d'une forme injectable. On s'est rendu compte qu'il y avait 60% des cas pour la forme injectable où il aurait pu être prescrit de la forme orale. Donc, c'est un pourcentage important. Et c'est notamment des patients qui avaient plein d'autres traitements par voie orale et uniquement le paracétamol par voie injectable. Donc, avec cette enquête, on a pu communiquer. On a été dans différents staffs de service. On l'a présenté en Comédims, qui est une commission des médicaments et des dispositifs médicaux où on présente certaines actions de bon usage. On a fait un encart sur la newsletter de l'hôpital et ça a été communiqué en congrès de pharmaciens également. Voilà, maintenant, l'idée, c'est qu'on refasse cette enquête et qu'on voit si on a amélioré nos pratiques ou pas. Est-ce qu'en découvrant ces résultats-là, vous allez potentiellement décider de mettre ça en place sur d'autres médicaments ? Oui, c'est quelque chose qui est finalement assez facile à mettre en place sur pas mal de médicaments. Nous, on analyse aussi les prescriptions médicamenteuses des patients, donc on regarde toutes les prescriptions des patients. Et quand on voit qu'un patient a 8 lignes d'un traitement par voie orale et 2 lignes par voie intraveineuse, on conseille déjà et on fait déjà le travail de leur dire passez à la forme orale. Ça peut être le cas pour, par exemple, les médicaments, les inhibiteurs de la pompe à protons ou d'autres médicaments sur lesquels on peut travailler. Pour limiter l'impact écologique de la pharmacie, d'autres actions ont été mises en place, notamment concernant les seringues d'atrophine et d'éphédrine, des substances utilisées dans les blocs opératoires en cas d'urgence pour le cœur et la respiration. Donc, pour chaque salle, on prépare ces seringues et il arrive très régulièrement que ces seringues ne soient pas utilisées. Donc, on prépare des seringues qui finalement sont jetées à la fin de la journée. Donc, des laboratoires ont commercialisé des seringues pré-remplies, ce qui fait que la seringue est prête, mais elle est emballée, elle est stérile. Et si elle n'est pas utilisée, elle peut être rangée dans notre stock et ressortie le lendemain pour le bloc. Une interne a donc évalué l'ampleur du gaspillage et mesuré l'impact carbone de la préparation quotidienne de seringues. Pour la mise en place de ce projet, en fait, on a étudié sur un mois entier, le mois de janvier 2024, toutes les interventions et on a calculé le nombre d'ampoules d'atropine et d'éphédrine qui avaient été préparées pour rien. Et l'impact est important parce que pour les atropines, il y avait 89% des ampoules qui étaient gaspillées, donc jetées en fin de journée. Et pour l'éphédrine, 63% d'entre elles. Donc ça nous a vraiment incité à mettre en place ces seringues avec un impact carbone très important. On est passé de 282 kg CO2 équivalent avec la préparation des ampoules à 14 kg CO2 équivalent pour les seringues pré-remplies d'atropine. Et pour l'éphédrine, on est passé de 277 à 53 kg CO2 équivalent. Donc vraiment un impact non négligeable. Une transition simple, mais avec un impact significatif. Pour les équipes médicales,
Cette modification n'a nécessité qu'un ajustement dans l'organisation du stockage. Direction les sous-sols de l'hôpital. Zoé, chargée de développement durable, m'y entraîne et on se perd un peu dans les couloirs. Et là, on se dirige vers... Là, on va à la stérilisation. Ok. La stérilisation, c'est l'endroit où tous les outils utilisés en chirurgie, donc au bloc, sont lavés et stérilisés et utilisés ensuite. Ce bruit nous indique qu'on est bientôt arrivé. Elle va me présenter Wilfried Ralem. Il est cadre de stérilisation à l'hôpital Fondation Rothschild depuis 13 ans. Ok, on le squatte 5 minutes parce que chez moi, il y a trop de bruit. Wilfried Ralem, j'ai plusieurs rôles, mais le principal, c'est de retraiter le matériel chirurgical qui sort du bloc opératoire. Il y a tout un traitement derrière pour le re-stériliser et le matériel doit être réutilisé au bloc opératoire pour servir aux opérations. Et justement, c'est au bloc opératoire que se concentre tout un volet de mesures en faveur de soins éco-responsables, les blocs green. Des mesures qui précèdent même le projet Hôpital 2030. On s'est réunis avec quelques personnes. On a listé les points qui nous semblaient essentiels à réaliser. Et puis petit à petit, avec plusieurs réunions par an, 2-3, on a mis en place ces actions. Tout d'abord, on était tout seul dans notre coin. Et puis après, ça s'est développé. Puis maintenant, on a un gros comité de développement durable à la Fondation. Mais au début, on était un petit groupe. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est une prise de conscience, où on a la fibre écolo, où on l'a pas. Nous, on l'avait. L'une des mesures les plus significatives, la réévaluation des besoins dans les boîtes d'instruments chirurgicaux. Alors, on a des boîtes d'instruments qui servent à opérer. Et on a essayé de réduire le nombre d'instruments dans les boîtes. Déjà d'une, pour réduire le poids des boîtes et réduire le volume dans les laveurs désinfecteurs parce que c'est du matériel qu'on lave. Et donc, si on réduit le nombre d'instruments, on va utiliser moins d'eau et on fera moins de cycles. Première étape, évaluer le bénéfice. On a travaillé sur les économies qu'on pouvait faire au niveau de l'eau et au niveau de l'électricité. Nous, on est parti d'une boîte de tympano, c'était la boîte test. On avait tant d'instruments dans la boîte, on l'a réduit et on s'est rendu compte qu'en réduisant le nombre d'instruments, on en mettait plus dans le laveur. Et donc, à la fin de l'année, on économisait X litres d'eau sur une boîte de tympano. Donc, si on développe ça sur toutes les boîtes, on a plus de 500 compositions à la Fondation Rothschild, on peut réellement faire des économies au niveau de l'eau et de l'électricité. Donc ça, c'est un projet assez intéressant. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait avec l'équipe ORL. En ophtalmo, on a réduit aussi le nombre d'instruments. Et là, cette année, on travaille sur la réduction des instruments sur les boîtes de neurochirurgie. C'est le gros travail à faire en 2025. Une opération qui a été faite main dans la main avec les équipes opérationnelles pour simplifier l'adaptation. Ça a été fait là pour le coup avec l'équipe de ORL. Ils se sont concertés et ils ont dit bon, on va lever tel instrument dans la boîte parce qu'on n'en a pas besoin à chaque intervention. Donc ça a été fait avec leur accord. Et finalement, pas trop de surprises parce qu'avec leur accord, et ça s'est globalement bien passé et bien perçu. Parce que dès qu'on parle d'écologie ou développement durable, voilà, ça parle derrière. Donc on fait des économies et ça a été plutôt bien perçu. Et d'autres idées s'y sont ajoutées. Mise en place d'une filière de recyclage du métal au bloc opératoire, remplacement d'un gaz anesthésique à fort impact environnemental, réduction de l'utilisation des dispositifs médicaux à usage unique et aussi un travail sur les tenues du bloc opératoire. Avant, c'était un sachet individuellement. Donc, haut et bas, sachet individuel. Et avec Mathieu Véran, on a fait un gros travail dessus. Ça faisait un gros volume parce qu'on est beaucoup au bloc et un ST, un RI, enfin bref, tous les services où on utilise ces pyjamas emballés. Et on a vu avec le prestataire qui faisait ça, maintenant ils sont emballés par 10. Donc du coup, on a réduit par 10 le nombre d'emballages plastiques des tenues du bloc. À l'hôpital Fondation Rothschild, le développement durable s'infiltre peu à peu dans toutes les pratiques. Et d'ici 2026, ces mesures devront faire leurs preuves. Zoé Poupardin, chargée de mission développement durable. On a encore les indicateurs de performance à mettre en place, donc déjà faire l'état des lieux pour observer ensuite notre progression à ce niveau-là. Et ça, c'est un aspect qu'on développe cette année en 2025 pour pouvoir analyser nos progressions.
Toutes ces actions replacent au centre l'essence même du secteur. Prendre soin de ceux qui nous entourent, les autres, mais aussi l'environnement, dans un contexte où la santé et l'écologie sont de plus en plus indissociables. Vous venez d'écouter Feu Vert, un podcast Opco Santé en collaboration avec la DRIEETS Île-de-France. Je suis Fanny Sauveplane et j'ai écrit et tourné cet épisode. La réalisation sonore est de Alix Lachiver. La production est assurée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Et c'est déjà la fin de cette saison. Merci de m'avoir suivi dans ces aventures. Si ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et à en parler autour de vous. À très vite!